Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative est rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons, vous le savez maintenant, une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Un décryptage alternatif vu du Maroc. Aujourd'hui, c'est d'islam dont nous allons parler. L'islam via un prisme plutôt anthropologique en ce mois de Ramadan, le 9e du calendrier musulman et qui impose à chaque fidèle en capacité de le faire de jeûner. Un des piliers, une des arcanes de cette religion monothéiste qui réunit presque près de 2 milliards de fidèles dans le monde, soi-disant un quart de la population de la planète, un chiffre qui lui confère plus ou moins ainsi un caractère universel. L'héritage et le message véhiculé par le livre sacré de l'islam, le Coran, se veut d'ailleurs à vocation universelle. En cette veille de nuit du destin, Laylat al-Qadr, le moment phare de ce mois béni pour les musulmans, je vous propose de faire une rétrospective de l'histoire de l'islam pour mener une réflexion sur sa nature profonde d'un point de vue anthropologique, comme je vous l'ai dit, en explorant son dogme et surtout sa pratique, la pratique qui en est faite par les différents musulmans appartenant aux 4 écoles traditionnelles ou pas. Après avoir étudié donc les pages essentielles de cette histoire, nous nous interrogerons sur la pratique donc qui en est faite aujourd'hui. Autre question majeure, celle de savoir ce que c'est donc d'être musulman aujourd'hui à la lumière de la diversité culturelle et cultuelle. Enfin et surtout, quelles perspectives peuvent engendrer ces pratiques diverses dans l'avenir à l'heure où l'islam a parfois mauvaise presse dans certaines sociétés. On en parle aujourd'hui donc avec Farid El-Asri, anthropologue et islamologue, professeur à l'Université internationale de Rabat. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Alors, il est évident qu'explorer l'histoire de l'islam en si peu de temps est ambitieux, voire impossible, au regard de la richesse et de la densité de cette religion monothéiste. Ceci étant, le mois de Ramadan, synonyme de retraite spirituelle, est une bonne raison d'aborder ce chapitre et notamment de parler de la nature profonde de l'islam, chaque fidèle expérimentant sa foi différemment en fonction de son propre substrat. Farid El-Asri. Absolument. Alors, vous avez raison de rappeler effectivement que aussi le cadre du mois de Ramadan nous permet de développer une rétrospective historique parce que c'est une période qui nous montre que nous sommes évidemment à la jonction d'un début d'expérience. On dit souvent effectivement que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, mais c'est surtout le mois des premiers éléments, nous dit la tradition religieuse, de l'annonce de cette révélation et qui se passe précisément dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Alors donc, première des choses, c'est la rencontre, si vous voulez, du céleste avec la réalité terrestre. C'est un moment mohammedien particulier et qui se passe évidemment dans des circonstances tout à fait particulières. Donc c'est le moment de l'inauguration du Coran, c'est le moment également de l'inauguration du statut prophétique, où l'on passe du statut de l'homme vers celui du prophète et messager, donc réceptacle de la révélation. Tout ceci se passe dans un moment, je dirais, capital, dans une nuit particulière qui est effectivement cette nuit de la révélation, cette nuit de Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur qu'on quantifie. Quelle est donc sa valeur précisément? Mieux que 1000 mois. Donc il y a une dimension symbolique ici très 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 importante qui est donnée à cette nuit de la jonction entre la présence du divin dans la grotte de Hira, la présence de l'archange Gabriel, la présence de la révélation et la présence mohammedienne. Et donc, si vous voulez, on a quelque part là, avec cette genèse de l'islam, je dirais presque l'ADN de ce qu'est la nature même de l'islam. Et cet ADN, c'est une ADN qui est évidemment, d'abord et avant tout, essentiellement spirituelle, mystique, transcendante. Et donc, ça, c'est très intéressant de ne pas, en tout cas pour la croyante et le croyant, de ne pas perdre de vue ce point de départ, parce que ce point de départ est celui de l'arrivée. Et donc, première dimension, en tout cas en termes de réflexion. Et puis on a un moment également d'annonce
de cette révélation qui se fait également dans des circonstances particulières et qui nous amène évidemment aussi à réfléchir cette jonction entre le céleste et le terrestre. Et donc, la dimension que l'on va retenir, c'est le moment du Iqra. Alors, Iqra, que l'on traduit par différentes formes, mais qui est d'abord et avant tout celle de la récitation, celle de la réflexion sur du contenu qui va être diffusé oralement. Et donc, la réception que va faire le prophète de l'islam de ceci va l'amener à une étape charnière par la suite, c'est celle évidemment de la logique de la transmission. Et tout le débat, c'est qu'est-ce que transmet fondamentalement le prophète de l'islam, habillé évidemment d'un statut de prophète et de messager, nourri par une révélation et témoin de l'expérience de la rencontre avec l'archange Gabriel. Alors évidemment, on va voir ici comment dans l'histoire cette expérience mystique très particulière va se développer, va prendre différentes formes, va être interprétée, adaptée en fonction des circonstances de l'histoire et prendre évidemment des logiques tout à fait particulières jusque dans notre contemporanéité. Et donc par rapport à tout cet héritage sur des siècles, nous avons aujourd'hui des musulmanes et des musulmans dans la logique contemporaine qui, du fait du Ramadan, reviennent à ce moment originel, je dirais davantage à ce moment mystique, à ce moment spirituel. Et on le voit que c'est un moment de retrait, parce que c'est quand même assez... Pardon. Alors précisément, ils y reviennent comment à ce ramadan, à cette pratique? Vous disiez à l'instant, Farid El-Asri, que le débat central était celui de la transmission et de l'héritage. Cet héritage qui est interrogé de manière profonde, de manière dynamique, de manière plurielle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que d'être musulman en 2022? Qu'est-ce que c'est que de jeûner en tant que musulman en 2022, aux quatre coins de la Terre? Alors, effectivement, c'est déjà à partir du principe que nous sommes des musulmans en héritage. De quoi est-ce que nous héritons? Nous héritons évidemment d'une pensée, d'une histoire, de discours sur l'islam et les musulmans en l'occurrence. Et donc, il faut clarifier un petit peu tout ce patrimoine en héritage. Alors, l'islam se construit, si vous voulez, sur trois grandes dimensions principales. C'est la dimension évidemment mystique et spirituelle qu'on vient d'éclairer avec une petite expérience, mais c'est aussi la dimension, je dirais, civilisationnelle. On a 15 siècles de production importante et intéressante dans l'histoire. Et puis, il y a une dimension davantage liée à de la pratique. Et on va se rendre compte que dans la contemporanéité, la question de la mystique et de la spiritualité est un petit peu mise en marge, également la dimension civilisationnelle, et on va davantage se focaliser sur la question plutôt de la pratique, la dimension normative. Et donc, on va voir presque une redéfinition du jeûne qui va davantage se focaliser dans les chapitres du fiqh plutôt que dans les chapitres de la mystique. Et donc, dis-moi comment jeûner, comment pratiquer, l'abstinence de nourriture, de boissons, etc. Et donc, on rentre dans une sorte de pratique qui correspond à un environnement paramétré par de l'identitaire, par de l'appartenance, par évidemment des dimensions sociales, tout ceci, mais avec une véritable analyse critique que l'on pourra avoir sur la gestion d'un patrimoine ramadanesque complexe, hérité évidemment, comme je l'ai dit d'abord, d'une école de la spiritualité, de l'introspection et de la mystique, et qui devient davantage aussi une expérience de la consommation, une expérience de logique de pratique, et donc qui nécessite évidemment d'objectiver tout ceci, de mettre ces dimensions en perspective pour se réconcilier avec, encore une fois, une forme d'ADN de ce qu'est véritablement la question de l'islam. Et là, ça ouvre tout un champ de possibles tout à fait, je pense, intéressant, inédit. Complètement, avec cet ADN qui évolue, j'ai presque même envie de dire qui est en pleine mutation, hein, en fonction des interprétations, des lectures et des pratiques que vous venez de décliner et qui sont diverses, qui sont éclectiques. Quel impact ça a? Quelles conséquences ça a justement sur l'avenir? Quelle perspective envisager de cet islam universel avec un message unique, mais des pratiques aussi diverses? Alors, beaucoup de choses en vérité. La première, c'est le rapport à la consommation.
le rapport à la nourriture. Alors on parle souvent évidemment que le mois de Ramadan est un mois pour penser à l'autre, mais c'est d'abord et avant tout un mois qui met en perspective l'assiette. Et qui nous montre à quel point nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons intégré le fait que des personnes peuvent mourir de faim. Et c'est inacceptable dans un contexte comme le nôtre de pouvoir continuer d'imaginer cette logique-là. Et donc le mois de Ramadan pourrait servir par exemple à je sais pas moi, des rencontres mondiales de lutte contre la famine à travers le monde. Ça pourrait être une des logiques. Donc une réflexion sur l'assiette qui conduirait à une posture de inni ja'alun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un gestionnaire, un lieutenant, un être responsable. Donc la pratique religieuse nous amène à des pratiques de transformation du réel. Ça pourrait être une dimension. La deuxième des dimensions, c'est qu'évidemment, au-delà de mon tapis de prière, il devrait y avoir aussi une réflexion sur qu'est-ce que la prière change en moi, qu'est-ce qu'elle transforme dans la réalité de mon quotidien. Être un citoyen meilleur, être un être meilleur, un mari meilleur. Donc il y a une série de questions qui découlent par rapport à, si vous voulez, l'approche conséquentialiste des pratiques. Dire l'appartenance, c'est une chose, mais dire la pratique et son impact, évidemment, c'est une autre dimension. Très bien. Une autre dimension est déjà celle de la pratique pour transformer son réel. C'est déjà une logique très intéressante. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Khalid El-Asri, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes anthropologue et islamologue, professeur à l'Université internationale de Rabat. Merci bien. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Rendez-vous la semaine prochaine.